Et merci beaucoup pour cette invitation. Et donc, on va démarrer d'emblée. Peut-être, je vais démarrer quand même avec c'est plus intéressant que voir ma tête, c'est de voir les diapos. Alors, je tiens à préciser tout de suite que je ne suis pas un spécialiste de l'eau. Et l'objectif de ma conférence, c'est de clarifier un certain nombre de notions, alors essentiellement celles de commun et de bien commun, pour mieux comprendre les implications qu'il y a à considérer la nature de bien commun de l'eau et les conséquences que ça peut entraîner en ce qui concerne sa gestion. Alors, pour commencer, on va essayer de clarifier un peu les termes de commun et de bien commun, ce qui me semble quand même essentiel. Alors, l'expression bien commun, comme vous avez pu le constater, tout le monde a pu le constater, est devenue récemment en vogue. Alors, on la trouve chez des acteurs politiques divers, jusqu'à Macron à Davos, qui en 2018 a martelé le vocable bien commun ou bien commun global à propos de la planète, de la santé, de l'éducation. Récemment aussi s'est créée l'université du bien commun qui a été confondée par Ricardo Petrella dont on parlera tout à l'heure et qui milite aujourd'hui pour extraire du marché le vaccin de Covid-19, ce qui anti-Covid, et d'en faire un bien commun, ce qui pose des problèmes de propriété intellectuelle. Et ce cheval de bataille a été enfourché depuis par d'autres, comme le Parti communiste français, et puis aussi un certain nombre d'associations qui militent dans ce sens-là. Alors du côté religieux, le pape François, dans sa dernière encyclique, et déjà dans la précédente, a donné une place centrale à la notion de bien commun, notamment en référence au changement climatique, mais aussi à l'encontre des inégalités sociales et pour la solidarité avec les générations futures. Alors, évidemment, à travers tous ces discours, il y a un certain éclectisme, il y a un consensus apparent autour de la notion de bien commun, mais qui recouvre en fait un certain éclectisme, et il n'est pas certain que tout le monde parle exactement de la même chose. La question centrale, qui me semble, c'est de savoir comment cette référence au bien commun est-elle porteuse d'une vision, d'une représentation du monde et surtout d'une perspective à moyen et long terme pour agir sur ce monde à travers précisément ces biens communs. Alors si on revient un peu sur la genèse de la notion de bien commun, elle remonte très très loin puisque dans l'Antiquité grecque, il y a eu une discussion notamment entre Platon et Aristote. Platon qui dans la République préconisait que les gardiens de la cité idéale ne possèdent que des biens de première nécessité. Les autres biens devraient être partagés, l'habitat, le repas, l'éducation des enfants, et puis, parce qu'on est dans la civilisation antique grecque, la procréation et la propriété des femmes. Bien. Et ce mode de propriété partagé est censé assurer l'harmonie collective. Alors par contre, Aristote, lui, s'oppose au point de vue de Platon et il considère que la communauté des biens génère plus de différends que l'appropriation privée. Donc on voit déjà qu'il y a tout de suite, dès le départ, par rapport à ça, il y a un problème autour de la notion de propriété qui se pose et qu'on va retrouver tout le long de l'exposé. Et donc, Aristote, de son côté, élargit la notion de bien commun à la recherche de l'intérêt général et de la vie vertueuse. Pardon. Alors, on retrouve quelque chose de très proche beaucoup plus tard dans la civilisation chrétienne chez Thomas d'Aquin et par la suite dans la doctrine sociale de l'Église, où le bien commun est spirituel, en ce sens qu'en y prenant part, l'individu fait preuve de bonté et contribue à une vie sociale harmonieuse, guidée par l'amour du prochain et orientée vers Dieu, qui, in fine, est le bien commun suprême. Alors, on voit donc, on va essayer de clarifier tout ça, et donc j'ai dit de clarifier les vocables de commun et de bien commun, parce que souvent, en fait, ils sont confondus dans beaucoup de discours, et au contraire, je pense que c'est très important de bien les distinguer. Ce sont des notions qui sont bien distinctes, mais qui évidemment sont pas sans lien. Le terme commun
donc cette proximité sémantique qui les lie, n'est pas là par hasard. Et on verra que derrière cette proximité sémantique, il y a d'abord la question de l'intérêt commun. On essaiera de préciser ça. Intérêt commun qui n'est pas l'intérêt général, ni les intérêts particuliers, ni qui n'est pas la somme des intérêts particuliers. Et puis, on l'a déjà noté, ça va soulever un certain nombre d'interrogations quant à la notion de propriété. Alors, avançons sur les biens communs d'abord, et ensuite on parlera des communs quand on aura un peu clarifié ça. Alors, on va se caler sur une définition simple et relativement intuitive qui va nous permettre d'avancer et de réfléchir. Alors d'abord, donc il y a deux mots, il y a le mot bien et le mot commun. Alors, quand on en parle de bien, c'est dans un sens large, matériel, immatériel, voire, on le verra un peu plus tard, intangible. On précisera ce qu'on met derrière cette notion. Ensuite, il est commun, ce bien, il est commun, en ce sens qu'il conditionne la situation, l'état d'une fraction plus ou moins grande de l'humanité. Alors, ça peut être à une échelle très réduite, ça peut être à une échelle spatiale réduite, qui peut être celle d'une ville, d'un quartier, voire une échelle micro-locale, ça peut être au niveau d'une cage d'escalier, pourquoi pas. Et puis, de l'autre côté, ça peut être une échelle extrêmement grande, ça peut être l'humanité tout entière, si l'on pense par exemple au réchauffement climatique. Alors, par rapport à cette fraction de population plus ou moins grande, ce qu'on constate, relativement à ce bien, c'est qu'il y a une interdépendance des individus, dans la mesure où la situation de chacun à l'intérieur de cette fraction dépend plus ou moins de la situation de ce bien commun. Euh, Ensuite, et cette interdépendance fait que pour chacun, l'état de ce bien commun ou sa qualité a une implication sur l'état de chacun. Donc, il y a intérêt commun. Alors, est-ce pour autant que à ce niveau-là, on peut évoquer la notion de communauté? A priori, non. C'est on est c'est précoce, prématuré de parler de communauté. On reviendra plus tard sur ce terme communauté, on va le laisser de côté pour l'instant. Et ce bien commun constitue, étant donné qu'il conditionne la situation de chacun, il constitue une ressource commune, partagée. Et donc Elinor Ostrom, dont nous parlerons, qui a été prix Nobel d'économie en 2009 et qui est à l'origine de l'approche contemporaine des communs, parle de common pool of resources, c'est-à-dire donc un bassin, un réservoir commun de ressources. Alors les exemples sont nombreux, les plus naturels, ceux qui viennent tout de suite à l'esprit sont l'air et l'eau, qui sont indispensables à la vie et dont la qualité est déterminante des conditions de vie, notamment de la santé de chacun. Mais évidemment, on peut évoquer aussi d'autres types de biens communs, qui sont des biens communs qui sont non plus naturels, mais qui sont construits, qui sont le résultat de l'activité humaine. On peut citer par exemple les infrastructures urbaines ou routières qui bénéficient aux habitants d'une ville ou d'une région. On peut citer, pourquoi pas, les orbites satellitaires, dont l'occupation est désormais au cœur de notre quotidien. Pensez aux télécoms, au GPS que vous utilisez tous les jours les uns les autres, ou à la météo, et dont, l'encombrement commence à poser des problèmes, notamment parce qu'il y a de plus en plus de déchets sur ces orbites satellitaires. Et la répartition de ces orbites satellitaires pose un problème de gestion. On reviendra tout à l'heure sur les questions de gestion de ces biens communs. Mais aussi, on peut aller même au-delà, et je parlais effectivement de biens intangibles. Pourquoi pas parler comme bien commun de la culture, de l'éducation, de la santé, de la sécurité. Et toutes ces ressources qui contribuent à nos conditions de vie et dont l'éventuelle dégradation menace nos équilibres, voire nos devenirs eux-mêmes, puisque de la dégradation de certains de ces biens communs dépend le futur de l'humanité. Alors, ces biens communs, qu'en est-il de leur appréhension au niveau du droit? C'est-à-dire quel statut, d'un point de vue juridique, à quel statut peuvent-ils prétendre? Alors, la référence, c'est le droit romain,
qui déjà introduisait la notion de res communes en tant que des choses qui n'appartiennent à personne, mais qui sont à la disposition de tous. Euh, donc inappropriable car indispensable à la vie de chacun, euh, et, euh, et donc, parmi ces res communes, ceux qui sont cités le plus communément, c'est l'air, l'eau, encore une fois, mais aussi les rivages. Les rivages qui donnent accès à la mer et que nul ne devrait s'approprier, même s'il possède un terrain en bordure. On retrouve exactement cette problématique aujourd'hui en France avec la loi littorale qui a pour fonction de préserver ce caractère des rivages maritimes et dont on sait que son application suscite bien des divergences et des controverses. On saute dans le temps et pour arriver au Code civil français et l'article 714 qui a été voté en 1803 introduit, enfin maintient cette approche naturaliste des choses communes. Naturaliste dans la mesure où c'est leur nature qui les détermine et non leur destination ou leur mode de gestion. Et donc le Code civil ajoute des lois de police règlent la manière d'en jouir, c'est-à-dire que leur gouvernance est dévolue à l'État. Alors, encore plus près d'aujourd'hui, il n'est pas inintéressant de noter que la loi pour la République numérique, qui a été votée en 2016, prévoyait, il était question, un article de cette loi prévoyait de créer et de reconnaître un domaine commun informationnel. Ce domaine commun informationnel qui était dans le projet, qui était constitué par des œuvres du domaine public et des données publiques présentant la caractéristique de ne pas être ou de ne plus être couverte par la propriété intellectuelle, son intention était de garantir des droits d'usage sur ces éléments et de les protéger contre une réappropriation abusive, contre un effet d'accaparement privé. Donc, on voit ici que, à côté des questions déjà qu'on a entrevues de propriété et de dégradation, on voit émerger un autre souci qui rejoint les problèmes de propriété, un autre souci qui est celui de l'accaparement qui pourrait faire basculer un bien commun en bien privé. Alors, donc résumons-nous pour l'instant, faisons un petit point d'étape. Donc, des biens qui sont à l'origine d'interdépendance et autour desquels se manifeste un intérêt commun, des biens qui sont des ressources partagées et possiblement dégradables. D'ailleurs, le terme renouvelable suppose qu'il y a aussi la possibilité qu'ils se dégradent, ces biens, et on reviendra sur les questions de dégradation. Et puis des biens autour desquels se pose la question de la propriété et du possible accaparement. Alors, toujours sur ces questions de statut, on ne peut pas ne pas évoquer l'exemple de l'Italie qui est allé beaucoup plus loin sur le chemin de la reconnaissance des biens communs. Alors, ce qui est important, c'est qu'il y a deux faits majeurs et liés qui tournent autour de cette position italienne. Le premier, c'est un référendum d'initiative populaire qui a été organisé en 2011 en réaction à une campagne de privatisation à tout crin des services de l'eau qu'avait entrepris le gouvernement Berlusconi. J'ai failli faire un lapsus en disant le gouvernement Bernasconi, oublié évidemment. Il faut savoir que ce référendum a eu un succès énorme puisque 55% des électeurs italiens se sont prononcés et à 95%, ils ont voté pour l'abrogation de deux lois qui portaient l'une sur la privatisation du secteur de l'eau et l'autre qui imposait les tarifs de l'eau, assurant un retour sur investissement au secteur privé. Donc avec des conséquences notamment sociales importantes et qui mettaient le côté profitable pour les entreprises de l'activité dans le traitement et la distribution de l'eau prioritaire sur la question de la distribution de l'eau, donc sur la question du bien commun, qui entourait complètement la question du bien commun. Donc ça, c'est un premier point très important. L'autre point important,
qui s'est située à peu près à la même époque, qui a été la constitution d'une commission, d'une commission pardon, parlementaire autour du parlementaire et du juriste Stefano Rodotà, qui avait pour mission de proposer une définition des biens communs qui pourrait rentrer dans la constitution italienne à côté de la définition des biens publics et des biens privés. Alors, les travaux de cette commission Rodotà, qui ont été remis en 2010, ont débouché sur une définition des biens communs comme des choses nécessaires à la satisfaction des droits fondamentaux et qui, à ce titre, doivent être protégés par la loi. Et alors là, c'est quand même très intéressant. On ne peut pas s'empêcher de faire le lien avec l'esprit du programme du Conseil national de la résistance, qui a été beaucoup évoqué quelquefois à contrario ces derniers temps, et qui mettait en avant l'objectif de satisfaction des besoins fondamentaux des citoyens sans qu'elles puissent faire l'objet de différences de traitement selon leur appartenance sociale ou géographique. Donc ça, c'est très important de voir comment cet objectif de satisfaction des besoins essentiels ou des droits fondamentaux est au cœur de la notion de bien commun, en tout cas d'une certaine manière de traiter les biens communs. Alors, la définition des biens communs proposée par la commission Rodotà n'a pas été intégrée jusqu'ici dans la constitution italienne, mais en revanche, il y a une particularité différente de l'Italie par rapport à la France, l'Italie est un pays beaucoup moins centralisé, y compris sur le plan législatif, et il existe des législations locales, c'est-à-dire que des villes ou des provinces peuvent intégrer des notions dans leur propre législation locale. Et donc, c'est ce qu'a fait notamment, pas simplement, mais notamment la ville de Naples. Elle a intégré le statut de bene comune dans sa législation locale et elle a créé tout de suite, très rapidement, elle a créé un poste d'adjoint à la culture, d'adjoint au bene comune dans la municipalité. Et une des premières actions en lien justement avec ce référendum contre la privatisation de l'eau, une des premières actions cette délégation au bien commun de la ville de Naples a été de créer une entreprise spéciale qui s'appelle Acqua Bene Comune, qui est chargée de gérer de manière transparente cette ressource, en principe sous contrôle citoyen. Et en fait, la ville de Naples est allée, et elle n'est pas la seule, la ville de Bologne a fait de même, elle est allée au-delà de ce premier champ d'application des biens communs, en étendant cette place donnée aux biens communs et en commençant un recensement des biens de la commune qui étaient abandonnés ou inutilisés et qui pourraient servir de projet d'initiative citoyenne à vocation d'utilité sociale et économiquement viable. Et donc, il y a eu des applications qui ont été déjà faites, notamment dans la culture et notamment dans le théâtre, et aussi dans le domaine de l'éducation populaire. Alors, on le voit, quand on parle de bien commun, le statut ne suffit pas, il faut qu'en découle aussi un mode d'action. Le bien commun sans action autour de ce bien commun reste simplement de la pure spéculation ou de la pure déclaration d'intention. Donc c'est pour ça que le terme commun, auquel nous allons arriver maintenant, se distingue de la notion de bien commun. Et cette notion de commun, en fait, on va la référer comme un mode d'action collectif et solidaire autour d'une ressource. Alors ça, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, c'est quelque chose qui est ancré dans l'histoire de l'humanité. Alors, excusez-moi, voilà. Dans l'histoire de l'humanité, alors on évoque l'évocation la plus courante, c'est celle des précommunaux au Moyen Âge, précommunaux dans lesquels l'ensemble des habitants venaient faire paître leurs bêtes, cultiver la terre, ramasser le bois, voire construisait son propre habitat. On reviendra sur ces précommunaux un petit peu plus loin. Plus près de chez nous, plus près de notre époque et dans le domaine de la connaissance, on peut citer par exemple ce que
certains chercheurs ont appelé l'invention collective, notamment dans la sidérurgie à Cleveland au 19e siècle. Certains chercheurs démontrent comment, en fait, les industriels partageaient les améliorations qu'ils faisaient dans leur processus de production, notamment les fours et les cheminées, et ils le partageaient de manière que tout le monde bénéficiait des efforts d'innovation de tout le monde et renforçait ainsi, il y avait un intérêt commun, renforcer ainsi la compétitivité de l'industrie locale par rapport à une concurrence venue d'ailleurs. On peut évoquer aussi les districts industriels qui ont été décrits par Alfred Marshall à la fin du siècle du 19e siècle et au début du 20e siècle, et où Alfred Marshall avait l'habitude de dire les secrets de l'industrie sont dans l'air, ce qui veut tout dire. On peut évoquer aussi le mouvement solidariste qui est autour du mouvement ouvrier dès la fin du 19e siècle. Et puis aujourd'hui, évidemment, cette idée de commun fleurit. On peut évidemment, on va parler de Wikipédia, on va parler la plus grande encyclopédie aujourd'hui, la plus grande encyclopédie qui couvre l'ensemble des connaissances de l'humanité, le logiciel libre ou open source, les jardins partagés, les supermarchés collaboratifs, le mouvement des castors après la Deuxième Guerre mondiale, les AMAP aujourd'hui, etc., etc. Mais pour certains auteurs et pour tout un courant de la littérature, et essentiellement de l'économie standard, euh, l'argument qui va à l'encontre des communs, c'est l'idée que le libre accès à une ressource naturelle engendre des comportements opportunistes de surexploitation. Et que ces comportements de surexploitation vont conduire à la dégradation de la ressource. Alors c'est ce que décrit notamment un auteur qui s'appelle Garrett Hardin, qui n'était pas un économiste, qui était un biologiste d'ailleurs, et qui décrit notamment en se référant aux pré-communaux, qui décrit en fait en disant que si on prend un éleveur particulier qui a un troupeau de N moutons qui fait paître sur ses prés, ben dans le fond, il se dit, ben dans le fond, plutôt que mettons 10 moutons, je pourrais en faire paître un de plus, 11 moutons. Évidemment, ça va il va y avoir beaucoup plus de moutons qui pèsent sur ses prés, donc ça va un petit peu être moins efficace, mais pour moi, le bénéfice que je tire de ça est beaucoup plus important que la dégradation de la ressource, puisque cette dégradation va être partagée entre tout le monde, alors que moi, je vais avoir le bénéfice de pouvoir mettre un bouton de plus. Et si je remets un de plus, je peux en mettre deux de plus, trois de plus, etc. Il n'y a pas de limite en soi. Et si je raisonne comme ça, pourquoi un autre éleveur ne raisonnerait pas comme ça? Et donc, on va arriver à un effet de congestion. Chacun va essayer de surexploiter, d'exploiter au maximum la ressource, et la ressource, in fine, va se dégrader et à terme disparaître. C'est exactement la même problématique qu'on retrouve, par exemple, en ce qui concerne ce qu'on appelle les ressources halieutiques, c'est-à-dire les ressources de poissons. Prenez l'exemple du thon rouge, où on a beaucoup parlé du thon rouge. L'exploitation du thon rouge dans une surexploitation qui ne respecte pas la reproduction de l'espèce va amener à la disparition. Et donc, tout le monde se précipite s'il n'y a pas de régulation et si on ne peut pas imposer le respect des règles, tout le monde se précipite pour pêcher le thon rouge et à la fin, plus personne n'aura de thon rouge. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. C'est ce que Garrett Hardin a appelé la tragédie des communs. Et donc, il a décrit ça dans un article publié dans les années 60 dans la revue Science, très sérieuse. Et la réponse à ça, la réponse que fait Garrett Hardin à ces situations qui sont des situations qu'on va caractériser comme des situations de dilemme social, c'est-à-dire dilemme social en ce sens que l'intérêt individuel peut contredire l'intérêt collectif, et donc s'il n'y a pas de processus de coordination entre les individus, à ce moment-là, on en arrive à ces comportements opportunistes qui détruisent la ressource. La réponse de Garrett Hardin et la réponse de l'économie standard, c'est de dire que la propriété privée et la régulation par le marché est la solution. Et c'est ce qui s'est passé effectivement avec les prés communaux, sous l'impulsion du fait que l'industrie lainière devenait
notamment dans les Highlands où ça a commencé, devenait de plus en plus profitable, ben, ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à clôturer les terrains et donc on est allé vers ce qu'on a appelé à l'époque le mouvement des enclosures, qui a amené à la disparition de ces biens communaux, de ces prés communaux, et qui a atteint petit à petit l'ensemble de l'Europe. Aujourd'hui, on parlait donc d'enclosure au sens propre du terme, c'est-à-dire donc d'enclore les terrains. Aujourd'hui, on est face à de nouvelles enclosures, notamment autour de la propriété intellectuelle. Et cette propriété intellectuelle qui revient parce qu'on est dans une société qui est et une économie qui est de plus en plus tournée, basée sur la connaissance, ces nouvelles enclosures, elles passent notamment par le renforcement de la propriété intellectuelle et l'extension de cette propriété, notamment, on pourrait citer par rapport à la brevetabilité du vivant ou la brevetabilité du logiciel, qui en sont des exemples tout à fait caractéristiques. Donc, pourtant, les faits montrent que les communs peuvent, sous certaines conditions bien sûr, s'avérer un mode d'action collective efficace. Alors là, on revient, j'avais évoqué tout à l'heure les travaux d'Elinor Ostrom. Elinor Ostrom, donc, qui avait fait sa thèse dans les années 70 sur les nappes phréatiques en Californie. Elle s'est trouvée très, très interrogée. Elle s'est interrogée beaucoup, notamment parce que dans les années 80, vous vous souviendrez peut-être, pour ceux d'entre nous qui étions déjà grands à l'époque, la Banque mondiale et le FMI préconisaient dans les pays en développement ce qu'on a appelé des ajustements structurels, et ajustements structurels qui notamment s'attaquaient à l'agriculture et à l'agriculture traditionnelle, pour remplacer au contraire par des cultures intensives organisées vers l'exportation, au lieu d'avoir des cultures vivrières basées sur l'agriculture traditionnelle, et dans lequel effectivement il y avait cette notion de bien commun qui n'était pas prononcée, mot qui n'était pas prononcé, mais était déjà extrêmement présent. Et là, il y a eu effectivement tout un questionnement qui a mené Elinor Ostrom et son équipe pour montrer, en fait, à travers le monde, à travers une étude sur une très grande quantité d'exemples, de montrer que sous certaines conditions, la gestion des ressources naturelles dans le contexte de groupes de taille limitée pouvait conduire à une bonne gestion de la ressource dans l'intérêt durable du groupe et de ses membres. Et là, effectivement, euh, la clé indubitablement de la distinction qu'il faut faire pour comprendre pourquoi d'un côté il y aurait tragédie des communs et pourquoi de l'autre côté il y aurait action collective efficace autour des biens communs, la clé c'est la différence, c'est qu'il ne faut pas confondre commun et libre accès. Et ça, c'est complètement différent. Libre accès, ça veut dire qu'il n'y a aucune gestion commune de la ressource, alors que commun, précisément, il faut prendre en compte un certain nombre de dimensions. Prendre en compte un certain nombre de dimensions, c'est que bénéficier de la ressource n'est pas le seul objectif, et qu'il ne faut pas simplement partager le bénéfice de la ressource, mais il faut aussi la protéger contre la dégradation. La dégradation qui passe par la surexploitation, par les comportements opportunistes, on l'a vu, et par les questions de durabilité de la ressource, le souci de la durabilité, c'est-à-dire son renouvellement, sa maintenance. On évoquera par exemple des systèmes d'irrigation, dans des systèmes d'irrigation qui existent depuis des lustres dans un certain nombre de pays. La maintenance de ces systèmes d'irrigation, prise en charge collectivement, on retrouve d'ailleurs on retrouve aussi ça en France et en Europe, où des systèmes d'irrigation sont gérés à travers des syndicats. Eh bien, cette maintenance, elle est extrêmement importante. Et puis, la prise en compte du futur, qui devient quand même une préoccupation relativement nouvelle et importante, notamment en ce qui concerne le climat, mais en ce qui concerne aussi d'autres biens communs. Et puisqu'on parle de l'eau, puisqu'on veut faire allusion à l'eau, on est effectivement complètement dans un cas où la prise en compte du futur est extrêmement importante.
Donc la protéger contre la dégradation et la protéger aussi contre une appropriation abusive, contre une privatisation qui lui enlèverait son caractère de droit commun. Alors, la viabilité de ces communs, elle va dépendre en fait de la mise en forme, de la mise en place, pardon, de formes adaptées de gouvernance qui assurent l'existence de mécanismes efficaces de coordination, parce que précisément les comportements opportunistes, ils prennent le dessus parce qu'il n'y a pas de coordination, parce qu'il n'y a pas de coopération. Et ça, c'est des choses, il n'y a pas le passage de la logique individuelle et éclatée à une logique collective qui peut rapporter davantage à chacun. Ce passage nécessite la mise en place de dispositifs de coordination. Et ça, c'est extrêmement important. Et c'est ces dispositifs et leur respect par chacun des membres qui est important, y compris le fait de pouvoir avoir des moyens de rétorsion vis-à-vis de certains membres qui ne respectent pas les règles. Donc, à l'arrivée, il y a quoi? Il y a un ensemble de droits et de devoirs qui sont différenciés en fonction entre les membres de ce qu'on va pouvoir appeler une communauté, qui vont être différenciés, chacun n'ayant pas les mêmes responsabilités, chacun n'ayant pas les mêmes devoirs, et donc qui doivent effectivement s'intégrer dans des rôles différenciés à l'intérieur de la structure. Et ça va remettre en question effectivement l'approche par la propriété, l'approche de la propriété exclusive qui est l'approche dominante et qui est pour aller vers une approche de faisceau de droit, pour reprendre des termes notamment de juristes américains des années du 19e siècle, une approche en faisceau de droit qui définit par rapport au bien ce que chacun est autorisé ou pas autorisé à faire et les devoirs qu'il a vis-à-vis de ce bien commun. Et puis donc le dernier point clé ici, c'est la notion de communauté, puisqu'on n'a pas simplement des individus en interdépendance, mais elle prend sens cette fois dans la mesure où ces individus en interdépendance se regroupent et s'organisent afin d'agir ensemble pour l'usage et la préservation de la ressource. Alors des exemples, ils sont nombreux. On a cité Wikipédia. Alors Wikipédia, alors parce que finalement entre commun et bien commun, on voit bien maintenant que la distinction entre bien commun et commun, elle prend son sens. Les biens communs, ce sont effectivement des biens partagés autour desquels il y a interdépendance, et le commun, c'est le mode d'action, un mode d'action, un mode de gestion de ces biens communs dans les objectifs qu'on a décrits. Alors, un exemple, c'est Wikipédia. Wikipédia, c'est à la fois un bien commun qui est à la disposition d'un public large, qui peut en profiter sous certaines conditions, notamment de respect un certain statut de propriété intellectuelle. Et puis, c'est aussi une communauté qui regroupe un commun qui regroupe une large communauté de contributeurs autour d'une organisation bien précise où chacun a ses responsabilités, ses droits et son rôle, et des règles bien précises de contribution. J'avais évoqué les systèmes d'irrigation. Elinor Ostrom raconte dans ses travaux l'histoire longue des systèmes d'irrigation communautaire dans le nord des Philippines, qui sont vraiment gérés comme des communs et qui existent qui étaient déjà décrits en 1630 dans les écrits des missionnaires et qui ont réussi à perdurer jusqu'à aujourd'hui. On pourra évoquer d'autres cas, comme quand on va parler de l'eau, on pourra évoquer aussi les prud'hommeries de pêche, les prud'hommies de pêche qui ont été créées au Moyen Âge et qui continuent à exister aujourd'hui et qui, au niveau de la pêche côtière, et qui existent notamment en France, mais dans les rivages méditerranéens, mais qui existent aussi dans d'autres régions du monde et qui permettent aux pêcheurs de préserver une ressource et de se coordonner sur son exploitation de manière à la préserver sur le long terme dans l'intérêt de chacun. Alors, on a bien compris, il y a biens communs et il y a la gestion de ces biens communs. Et la gestion des biens communs, les biens communs, ils peuvent être gérés de différentes manières. Les biens communs peuvent être gérés de différentes manières. D'abord, il peut y avoir une absence totale de gouvernance. S'il y a absence de gouvernance, ça veut dire que le bien commun est la proie des prédateurs et sa durabilité est mise en cause.
un exemple très simple et vraiment d'actualité, c'est la déforestation dans les forêts tropicales, et notamment la forêt amazonienne, où un tournant encore plus dramatique a été pris depuis l'élection de Bolsonaro et le feu vert qu'il a donné à l'exploitation de la forêt amazonienne. Deuxième niveau de gouvernance, c'est l'État. L'État qui fixe des règles et qui met en place des outils d'application essentiellement par la fiscalité et par la police. L'État, par exemple, est responsable de la pollution de l'air et de l'eau. Mais ça peut être aussi les collectivités territoriales. Il faut savoir, par exemple, que le maire d'une commune peut légiférer en cas de pollution de l'air ou de l'eau, dans la mesure où la santé de ses administrés est mise en cause par cette pollution. Et puis, à l'inverse, la gestion des biens communs pourra être l'objet d'une instance supranationale. Si on prend la gestion des orbites satellitaires, c'est évidemment pas quelque chose qui peut se faire à un niveau national ou même à un niveau européen. Où on pourra, dans le domaine de la santé, par exemple, évoquer le rôle de l'OMS. L'OMS, par exemple, qui va édicter quelles sont les bonnes médications, notamment par exemple pour la lutte contre le paludisme, de savoir quelle est, parce qu'il y a interdépendance effectivement au sein des pays, mais au niveau de la planète, avec la création, avec l'apparition de résistance au traitement. Donc, quels sont les traitements qui doivent être mis en œuvre pour lutter contre le paludisme. Et puis des accords internationaux, notamment, c'est ce qu'on trouve notamment sur la pêche. Par exemple, il n'y a pas longtemps, il y avait un conflit très fort qui avait autour de la pêche à la coquille entre pêcheurs bretons et normands et pêcheurs grands bretons. Et là, récemment, un accord bilatéral a été conclu pour permettre la préservation de la ressource et une certaine équité aussi par rapport entre les pêcheurs des deux nationalités. Autre occurrence pour la gestion des biens communs, c'est le marché. En fait, donc ça, c'est la solution qui est préconisée par l'économie standard dans un certain nombre de cas, c'est-à-dire privatiser et donner au marché. Le marché, notamment, c'est la taxe carbone ou le marché des permis à polluer, donc qui a été beaucoup sollicité par rapport à des questions climatiques et des questions de pollution. Et puis, dernière occurrence, ça peut être qu'une communauté d'acteurs s'empare de ce bien commun dans la mesure où ce bien commun est à son échelle qui n'est pas nécessairement spatiale. Hein. On a vu Wikipédia, c'est pas spatial, mais c'est une échelle qui est maîtrisable pour une communauté d'acteurs qui s'en empare pour en faire un commun. Et c'est bien là l'enjeu, évidemment. Alors, venons-en à l'eau. Et l'eau, ce sera la dernière partie de mon exposé. Il était temps d'arriver vraiment à l'eau. L'eau, c'est un bien commun, certes, et on va l'affirmer, mais c'est un bien commun différencié. Alors, c'est un bien commun parce que effectivement notre devenir à tous en dépend. C'est l'élément le plus répandu sur notre planète. Il est constitué de la plus grande part des organismes vivants. Nous sommes de l'eau essentiellement avant tout, et cette ressource multiforme doit être gérée et protégée. Évidemment, étant donné qu'elle est multiforme, les modalités de sa gestion ne peuvent pas être les mêmes selon chacune de ces formes. Toutes, toutes les occurrences, toutes les modalités, les formes de l'eau ne peuvent pas être gérées comme des communs. Et ça, on va le voir, c'est une évidence. Et les dangers qui menacent ces différentes formes de l'eau, ils sont également différenciés et ils requièrent des réponses adaptées. Alors là, je vais aller très vite parce que le temps malheureusement passe, mais j'ai essayé de lister un certain nombre de dimensions de la ressource en eau. Chacune de ces dimensions constitue une ressource avec sa spécificité, son rôle, les usages qu'on peut en faire et les menaces qui peuvent les conserver. Et sur chacune de ces formes constitue un ensemble de ressources. Donc, on retrouve la notion de Common Pool of Resources d'Elinor Ostrom et qui génère des formes d'interdépendance entre les usagers, dans un sens large évidemment. Chacune est dépendante et peut être menacée par des comportements inappropriés ou une surexploitation ou la pollution. On retrouve la pollution évidemment dans toutes les formes de l'eau. Et pour chacune, des formes de gouvernance existent ou bien elles sont absentes. Et dans ces cas-là, si elles sont absentes, elles les livrent
à la prédation et à l'appât du gain. Si on prend par exemple la question des eaux territoriales, pour les mers et les océans, on sait que les eaux territoriales, quand elles sont eaux territoriales, à moins de 12 miles, 1000 marins pardon, des côtes, ou les zones d'exclusion économique à 200 000, elles sont sous la juridiction des pays côtiers, des pays riverains. Mais dès qu'on arrive dans la haute mer, alors il y a très peu d'autorités qui s'appliquent sur les comportements dans la haute mer. Ce qui fait que alors il y a eu, c'est une préoccupation de beaucoup de gens. Il y a eu d'ailleurs euh, un appel de Paris pour la haute mer qui a été lancé pour que elle soit considérée comme bien commun de l'humanité et gérée en tant que telle et qu'on puisse limiter le pillage des ressources. Mais pour l'instant, effectivement, il y a très peu d'autorités sur ces eaux internationales qui sont l'objet effectivement d'exploitation et de surexploitation. Alors évidemment, il y a la pêche en haute mer, y compris la surexploitation, la surpêche. Il y a les exploitations offshore, les exploitations pétrolières. Il y a l'exploitation des fonds des océans. Vous avez entendu parler des nodules métalliques qu'un certain nombre d'entreprises cherchent à exploiter au fond des océans par plusieurs milliers de mètres de profondeur et qui menacent un certain nombre, notamment un certain nombre d'espèces et un certain nombre d'équilibres au sein des océans. Et puis, il y a même des expérimentations. On se trouve jouer un peu les apprentis sorciers quand, sous prétexte de lutte contre le réchauffement climatique, certains pays commencent à faire des expériences pour déverser, notamment un exemple, ce qui a consisté en déversant dans l'océan austral des millions de tonnes de sulfate de fer pour préserver, pour aider, favoriser le développement d'algues planctoniques qui seraient capables de stocker des grandes quantités de carbone. Là, on joue vraiment aux apprentis sorciers et là-dessus, effectivement, il n'y a aucune régulation, aucune autorité internationale qui s'appuie et qui permet de pouvoir dire ce qu'on a le droit de faire ou de ne pas faire. Alors, au plan des usages de l'eau, leur variété, évidemment, que j'ai listé quelques usages de manière évidemment non exhaustive, la variété des usages requiert des modes de gestion adaptés. Et certains de ces usages peuvent être régulés de manière communautaire, comme des communs. On peut penser effectivement, alors un exemple qui est cher à Elinor Ostrom, qui a beaucoup travaillé sur des communs fonciers ou naturels, c'est la pêche autour d'un étang pour préserver la ressource et permettre et d'éviter effectivement qu'il y ait ce gaspillage de la ressource. On a le nettoyage des plages, pourquoi pas, l'entretien des digues, les systèmes d'irrigation et les prud'hommies de pêche que j'ai évoqués et bien d'autres. D'autres vont relever de la puissance publique, territoriale ou nationale. On a parlé notamment des questions de pollution. On va parler effectivement, la régulation du transport maritime ou fluvial ne peut pas être ne peut pas être géré comme un commun. Il nécessite la puissance publique. Et puis d'autres encore vont relever du droit international. On a vu qu'il est limité quand il s'agit de la haute mer ou d'accords internationaux, par exemple en ce qui concerne la pêche. Alors, il nous faut venir maintenant à l'eau potable. L'eau potable, alors excusez-moi, voilà, je me suis emmêlé un peu dans mes notes, mais tout va bien. Alors, l'eau potable, qui est un bien commun, qui rentre évidemment dans la catégorie des besoins essentiels de l'humanité, mais qui reste d'un accès et d'une qualité très inégalement répartis sur la planète. Il faut bien se rendre compte qu'un quart de l'humanité n'a pas accès à l'eau. C'est énorme, c'est énorme. Et la moitié de l'humanité n'a pas accès à une eau de bonne qualité. L'accès à l'eau pour toute cette partie de la population, quand il existe, c'est une eau qui est polluée et ça a des conséquences qui sont extrêmement importantes sur la santé et le développement humain, notamment celui des enfants. Et l'UNICEF estime que 50% des cas de sous-nutrition des enfants sont dus à la consommation d'eau non potable. Et donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement grave. Alors les Nations Unies ont déclaré en 2010
le droit à l'eau potable et l'assainissement qui est comme un droit fondamental, essentiellement à la pleine jouissance de la vie et à l'exercice de tous les droits de l'homme, c'est bien, c'est une belle déclaration d'intention. De la résolution à l'action, c'est un peu plus compliqué, et qui plus est, avec le changement climatique, l'eau devient plus rare, moins salubre, et donc les conséquences, les pas en avant sont souvent des pas en avant qui sont du piétinement. Alors, parlant de l'eau, je ne peux pas ne pas évoquer l'action de Riccardo Petrella. Riccardo Petrella qui milite depuis 20 ans, qui consacre sa vie depuis 20 ans à la reconnaissance de l'eau comme bien commun. Et Riccardo Petrella note que l'épuisement et la dégradation de la ressource, comme conséquence des activités humaines et du réchauffement climatique, augmentent les difficultés ou l'impossibilité à l'accès à l'eau. Et il se double également de conflits dans le contrôle de l'eau et de la ressource. Et ce conflit, souvent, est source de ce qu'il appelle des guerres de l'eau qui vont effectivement jusqu'à des conflits meurtriers dont les populations les plus démunies font les frais. Et donc, cette eau, de plus en plus, elle est laissée à l'appétit et à la voracité de grandes entreprises qui sont plus soucieuses de générer du profit que de répondre aux besoins de la population. Et le traitement, pour Riccardo Petrella, le traitement et la distribution de l'eau comme bien commun ne devrait pas dépendre de logiques commerciales et d'intérêts privés. Il y a véritablement une contradiction entre cette idée de bien commun et le fait que ces biens communs puissent être l'objet d'actions, d'activités de profit et d'activités qui cherchent avant tout à l'accumulation du profit. Alors pour conclure, en guise de conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que l'eau comme bien commun ne peut être abandonnée aux seules forces du marché, ni au seul rôle de l'État. L'implication citoyenne est extrêmement importante, et notamment à l'échelle locale, pour garantir une gestion solidaire et la durabilité de la ressource. On a vu que l'Italie avait rejeté massivement la privatisation des services de l'eau, et plusieurs villes ont emprunté cette voie, notamment la ville de Naples. Elle a été suivie par d'autres villes en Italie, d'autres provinces également, et puis ailleurs, hors de l'Italie. À Lyon, par exemple, la nouvelle gouvernance de la métropole a décidé un retour de l'eau en régie publique au 1er janvier 2021 pour, je cite, préserver la ressource et mettre en place une tarification sociale solidaire en faveur des plus démunis. Voilà, et peut-être demain, Marseille suivra-t-elle à son tour cette voie. Voilà, et pour terminer, si vous avez apprécié et si vous êtes intéressé par cette question des communs et des biens communs, je me permets de vous recommander la lecture de mon ouvrage Les communs, des jardins partagés à Wikipédia, qui est paru aux éditions Libres et Solidaires dans la collection 1000 raisons. Le sous-titre de 1000 raisons, c'est 1000 raisons d'être en colère, 1000 raisons d'espérer. Voilà, vous pourrez le trouver dans toutes les bonnes librairies, j'espère. Et s'il n'y est pas, demandez-le à votre libraire. Merci de votre attention.